Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre le débat politique. Tout commence en 1993 avec la mort de Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance ivoirienne. Trois hommes se disputent alors sa succession. L'héritier officiel, Henri Konan Bédié, l'opposant de toujours, Laurent Gbagbo, et l'économiste en chef, Alassane Ouattara. Le premier, Henri Konan Bédié, gouverna le pays pendant 7 ans et fut renversé par un putsch militaire à Noël 1999. Le deuxième, Laurent Gbagbo, remporta l'élection d'octobre 2000 et resta au pouvoir pendant près de 10 ans. Le troisième, Alassane Ouattara, prend la tête d'un pays exsangue au sortir de la crise post-électorale de 2010-2011. Les défis sont immenses. L'économie est en panne sèche, la société en lambeaux. Il faut mobiliser l'aide extérieure et rassurer les investisseurs internationaux. Il faut créer une nouvelle armée en démilitarisant les milices. Il faut juger les crimes de guerre et faire la paix. Il faut enfin tourner la page de l'ivoirité et construire une citoyenneté porteuse de sens, l'ivoirien nouveau. Mais comment écrire un nouveau chapitre de cette histoire commune entachée par la crise post-électorale de 2010 ? Car au cours des 5 mois de violence et de conflits armés qui ont suivi, au moins 3000 personnes ont été tuées, plus d'une centaine de femmes violées, sans oublier tous ces milliers d'exilés. La Côte d'Ivoire revient de loin. Mais comment notre pays s'est relevé de cette tragédie ? Quels ont été les choix stratégiques opérés par le chef de l'État depuis son accession au pouvoir ? Comment les Ivoiriens ont-ils reconstruit la Côte d'Ivoire ? Et surtout, comment préserver cette stabilité politique retrouvée ? Ce sont autant de questions que je vais soumettre aux invités qui vont prendre part à ce débat. Il s'agit de César Etou, journaliste et directeur général et directeur de publication de La Voix originale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatim. Monsieur Simplice Dion, professeur de philosophie politique et morale à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir Fatim. Wakili Alafé, journaliste et directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Lanciné Bakayoko, journaliste, chef du service économie à la RTI 1. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Fatim Djedjet. Messieurs, en prélude à nos échanges, je propose de suivre cet élément récapitulatif de l'état des lieux au sortir de la crise et c'est signé Ahmed Traoré. La crise post-électorale a duré de novembre 2010 à avril 2011 et affecté négativement la situation économique, politique et sociale de la Côte d'Ivoire qui est répartie de l'avant. Classé premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, la Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et soutenus en Afrique subsaharienne depuis plus de 10 ans. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, les Ivoiriens ont travaillé d'arrache-pied pour être à ce niveau du progrès. Pourtant, les conséquences de la crise post-électorale ont été désastreuses, d'où le départ à l'exil de certains Ivoiriens et une administration qui n'existait presque plus. Aussi, une armée qui devait être réorganisée, bref. En 2021, le pays a renoué avec sa trajectoire de forte croissance et continue de jouer un rôle central en tant que hub économique régional et terre d'accueil pour de nombreux ressortissants des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO et d'ailleurs. Pour atteindre ce résultat, des réformes ont été initiées à presque tous les niveaux de la gouvernance. L'on peut citer, entre autres, la reconstruction de l'armée, de l'administration, de la justice, des infrastructures, mais aussi et surtout le renforcement de la cohésion sociale qui a largement contribué au retour de la paix. En 2022, dans le contexte de la crise mondiale, l'économie ivoirienne a enregistré une croissance du PIB, produit intérieur brut réel, estimé à 6,7%. Un résultat très prometteur selon les institutions financières internationales. Aujourd'hui, la nation connaît une situation politique et sociale stable depuis la tenue d'élections législatives inclusives en 2021. Les différents acteurs se sont engagés à aller à la réconciliation nationale à l'issue d'un dialogue politique entre le gouvernement, les différentes formations politiques et la société civile. Le pays se prépare à des élections municipales et régionales prévues pour octobre 2023. 2 scrutins à valeur de test pour les principaux partis politiques, notamment le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au pouvoir, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, RDA, de l'ancien président Henri Konan Bédié, et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo avant la présidentielle de 2025.
Alors, messieurs, quel souvenir gardez-vous de la Côte d'Ivoire au sortir de la crise post-électorale? Vous étiez tous présents. Quelle image vous vient à l'esprit? Quel souvenir? Monsieur Dion. Moi, j'ai été traumatisé par deux choses. Des images qui me sont revenues toutes les nuits. En 2002, le corps de Guy Robert couché sur la route là. Et l'arrestation de Laurent Gbagbo, qui sort de sa résidence avec tous ses militaires autour de lui. Je me suis demandé si ça se passait en Côte d'Ivoire. Et après, j'ai fini par me convaincre que nous avons juste récolté ce que nous avons semé. Mais c'est une image forte qui m'a beaucoup touché. Merci. Wakili Alafé? Moi, d'abord, je pense que, sans le dire, tout le monde le pense, une pensée pour toutes les victimes de cette crise et toutes les crises qu'on a connues dans le pays, une pensée pour eux, puis les blessés, les parents et tout le monde. L'image, 12 ans après, qui marque une commémoration avec la présence de presque tous les acteurs dans le pays. C'est la première fois. Les acteurs de cette crise, les protagonistes, ceux qui étaient emprisonnés à l'extérieur, ceux qui étaient en exil, presque tout le monde est rentré au pays. Et c'est la première commémoration, le premier 11 avril, où tout le monde est pratiquement là. Ça permet de se souvenir que ce 11 avril, après cette période de 2 semaines d'affrontements, de combats, l'assaut sur Abidjan, que ça a été une sorte de soulagement, mais un soulagement dans l'inquiétude. Et après, on se posait des questions. Qu'est-ce qui va se passer désormais? Et le soulagement au début, lorsque l'on a annoncé l'arrestation du président Laurent Gbagbo, un soulagement mêlé en même temps d'inquiétude. Et si tout se passe mal? Et s'il y a une gaffe? Est-ce qu'il y a une bévue et que ça se passe mal, il n'est pas préservé? Si on attend à sa vie, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Pas il y a eu ce soulagement, il y a eu aussi cette peur. Heureusement que tout s'est plus ou moins bien passé. 12 ans après, il est encore là avec nous, haut et bas, avec ses hauts et ses bas. Et ce matin, grâce au souvenir, à la fonction souvenir Facebook, j'ai retrouvé une réaction sur le chant que j'avais faite il y a 12 ans, qui me revient tous les ans, tous les 11 avril. C'était des larmes. J'ai pleuré ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pleuré de voir ces images. Au-delà de soulagement, il y a eu l'émotion. Pour moi, c'était quand même le président de la Côte d'Ivoire, le président sortant, qui était dans une posture qui n'était pas avantageuse. Heureusement que 12 ans après, il est dans une posture qui est différente. Et ça aussi, on peut le dire. Mais ce jour-là, j'ai pleuré. Et aujourd'hui, on peut dire que beaucoup de choses se sont passées. Nous sommes beaucoup en vie. Nous sommes tous en vie. D'autres n'ont pas eu cette chance. Ils sont morts. Nous aussi, nous avons connu des moments d'inquiétude et d'angoisse. Parce que dans la période, on a dû fermer notre journal, comme beaucoup d'autres journaux. Moi, je suis resté à Abidjan, d'autres étaient au Golfe, il y en a qui sont allés à Boaké, quelques-uns sont allés au Togo, à Lomé, à l'extérieur, en France, ailleurs. Et nous sommes restés. Et puis après, il y a eu un autre mouvement. Donc voici toutes ces choses-là que nous avons vécues. 12 ans après, on peut dire que Dieu merci, rendons-lui grâce d'avoir permis aux survivants d'être là encore là et de parler du 11 avril 2011. Et vous, Lanside Bakayoko, quelle image est rattachée à cette crise post-électorale? Évidemment, c'est l'arrestation du président Laurent Gbagbo, parce que cette arrestation représentait, si vous voulez, l'épilogue de la crise militaire qui était en cours. Mais je dois avouer que j'ai eu très très peur à l'époque, puisque j'avais pensé que cette guerre aurait été une guerre totale. C'est vrai, ça a été, on ne va pas dire une guerre furtive, mais une guerre qui a été circonscrite quand même dans le temps. Et ça a été une surprise agréable pour moi, puisque j'avais imaginé que cette guerre, on en était parti pour plusieurs années, et elle a été maîtrisée avec l'arrestation du président Laurent Gbagbo.
L'autre image que je retiens, c'est le retour du président du Conseil constitutionnel, Yao Paul Ndré, qui est venu investir le président Alassane Ouattara. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il y a eu aussi la situation de ratissage, on va dire, dans les communes, les quartiers qui étaient encore hostiles à la tranquillité politique. Et ça, j'ai été agréablement surpris également que la situation a été vite maîtrisée parce que ce n'était pas donné à l'avance. Vu que c'était des zones fortement militarisées et le gouvernement qui était en place, même si elle a encore ne dansait pas encore sur ses deux pieds, a quand même réussi à canaliser toutes ces forces négatives qui voulaient en découdre. Ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Et puis, évidemment, l'investiture du président Alassane Ouattara qui a mobilisé un parterre de personnalités du monde entier et de l'Afrique, ce qui, d'ores et déjà, était venu asseoir toute la légitimité qui avait été issue des urnes aux élections de 2010. Ça, c'est des choses qui m'ont fortement marqué. Même question pour vous, César Etou. Vous savez, je ne voulais pas lire, comme l'élément l'a présenté, les éléments douloureux de la Côte d'Ivoire à partir du 11 avril 2011, parce que là, c'était un pic. Mais la descente aux enfers de notre pays a véritablement commencé en 1999, avec le premier coup d'État. Personne dans ce pays n'avait pensé que la Côte d'Ivoire connaîtrait un coup d'État. Ça a été fait. Deuxième événement douloureux, c'est le déclenchement de la rébellion. Quel est le problème en Côte d'Ivoire pour qu'en 2002, après un forum de la réconciliation, auquel tous les leaders dont on est en train de parler aujourd'hui sont venus participer. Je vous rappelle qu'en 2000, au moment où le président Gbagbo prenait le pouvoir, ses autres adversaires étaient en exil. Le président Bédié, le président Ouattara. Mais il les a fait venir pour participer au Forum national de la réconciliation. Le gouvernement qui a été formé après ce forum le 5 septembre était un gouvernement de large ouverture. Voilà, pour nous, ces moments douloureux-là étaient en train d'être balayés quand le 19 septembre, vous voyez, 5 août, 19 septembre, moins de 2 mois après, une rébellion se déclenche. Avec tout ce que vous savez comme dégâts, un pays coupé en deux, des gens qui fuient leur localité pour aller vivre ailleurs, plus d'école, plus d'économie. Moi, je me souviens de tout ça. Mais le 11 avril, ce qui m'a marqué, c'est quels sont donc ces Ivoiriens qui ne peuvent pas régler un contentieux électoral par le dialogue. Jusqu'à maintenant, je continue de me poser la question, mais quelqu'un a bien demandé, en l'occurrence le président Gbagbo, qu'on récompte les voix et qu'on fasse l'économie de la guerre. Parce que la guerre, c'est le pic. On l'a déjà connu avec la rébellion, mais il faut que ça s'arrête. Pourquoi on n'a pas pu recompter les voix? Pourquoi on a choisi de finir notre crise par une guerre aussi dure et atroce? C'est ça que moi, je n'arrive pas à oublier. Mais aujourd'hui, comme Lafay l'a dit, nous nous retrouvons, Dieu merci, avec les 3 grands, puisqu'il faut les appeler comme ça, de la politique ivoirienne. Certains paraissent fatigués de les voir, mais il va falloir qu'ils apprennent à faire avec. Parce que ces 3 personnalités représentent des courants très forts. Et c'est le peuple qui, un jour ou l'autre, va pouvoir les départager dans le calme
à travers des élections apaisées, civilisées et démocratiques pour que la Côte d'Ivoire retrouve sérieusement la paix. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent, visiblement nombreux, vous pouvez poser vos questions aux invités, faire vos remarques grâce au code QR qui s'affiche en bas de l'écran. Revenons donc à cette sortie de crise qui nous intéresse. Très rapidement, la communauté internationale, les instances régionales, internationales ont pris des sanctions, notamment contre le régime de Laurent Gbagbo. Comment ces décisions ont impacté finalement l'administration et les entreprises ivoiriennes ? Alors, avant d'aborder ce sujet, je voudrais dire à César Retour qu'il a parlé d'un forum de réconciliation nationale qui avait été organisé juste après les élections. Moi, je pense que ce n'était pas d'un forum que les autres avaient besoin. Ils avaient besoin d'une élection inclusive en 2020. Une élection à laquelle ils pouvaient aussi participer. En 2000. En 2000. C'était d'une élection inclusive que ces leaders politiques avaient besoin, pas d'un forum de réconciliation organisé plus tard. Et par ailleurs, il a parlé de recomptage des voix. Moi, je pense que ça relève du dilatoire. Et il fallait, puisque les choses étaient claires et nettes. Et donc, demander un recomptage des voix relevait purement et simplement du dilatoire. Maintenant, pour revenir à votre question... Après, oui, l'économie. Oui, en économie, la Côte d'Ivoire était quasiment à terre. Tous les leviers économiques étaient en rupture. L'économie était exsangue. La croissance, c'était même plus une récession, nous étions quasiment à moins 10. À moins 10, c'est-à-dire une récession quasiment à 2 chiffres. Et l'administration était pillée. Pour ne pas dire plus, il n'y avait plus d'administration. L'appareil judiciaire était massacré. Et donc, il fallait reconstruire tout cela. Et même l'outil productif, c'est-à-dire les entreprises, n'existaient plus. Elles étaient toutes pillées. Donc, pour ne pas faire long, en tout cas, tous les fondements de l'État étaient quasiment à terre. Au niveau sécuritaire, au niveau militaire, au niveau économique, on va en parler. Ce pays n'existait plus. Mais justement, à l'époque, l'armée disposait en 2010 d'un effectif de 60 000 militaires et 12 000 réservistes, parce que les 15 000 gendarmes étaient dorénavant rattachés au ministère de l'Intérieur. Wakil Alafé, on était face à une armée mexicaine au sortir de la crise. C'était ça, l'armée ivoirienne? Je ne sais pas, armée mexicaine, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de chefs que d'hommes de troupes et de terrain. Bon, je ne sais pas, il faut connaître les grades et puis voir qui faisait quoi. Mais pour la Côte d'Ivoire, effectivement, pour un pays de paix, pour un pays qui se veut pays de paix, ce chiffre de 60 000, on peut s'interroger sur demander s'il était normal et réaliste. Revenant à la question des sanctions économiques, moi je dirais que oui, il y a eu ça et ces sanctions-là ont certainement marqué leurs limites, mais il faut voir aussi ces sanctions, ces mesures, ces déclarations comme une volonté d'éviter justement cette crise qu'on peut déplorer. C'était dissuasif. Oui, c'était dissuasif. Une volonté d'éviter cette guerre et la violence extrême de la guerre et des bombardements. Malheureusement, ça n'a pas eu l'effet qui était recherché et ça n'a pas empêché le régime de l'époque de résister, de tenir de décembre jusqu'à ce 11 avril fatidique. Et peut-être aurait-il pu encore tenir malgré la fermeture des banques, malgré les mesures de la BCEAO, malgré les navires qui ne venaient pas pour des produits, même peut-être, dit-on, de première nécessité, malgré les interdictions de voyage, malgré les menaces de cours pénal international, rien n'y faisait. Et tous les jours, on s'enfonçait dans des petits conflits, dans des affrontements entre commando dit invisible et le commando visible de cette armée républicaine de l'époque. Il y avait un commando visible et un commando invisible, et un commando visible qui avait de lourds moyens, de lourds engins. Et puis la crise durait et perdurait. Face à cette crise, peut-être les pays africains, les pays qui avaient le CFA, le monde des affaires, le café cacao, le monde international, ils avaient un certain nombre de contraintes et d'agendas qui faisaient que peut-être, au-delà d'une certaine période,
ça n'était pas tenable pour tout le monde, de sorte à ce que la communauté internationale, à travers l'Union européenne et les Nations unies, ont autorisé plus ou moins le recours à la force pour arriver à la situation que nous avons connue. Donc, Est-ce que... allez-y. Pardon, hein, Allez-y. pour que les téléspectateurs n'oublient pas ce qui se passe, c'est Bakayoko dit que la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin d'un forum de réconciliation, mais d'élections inclusives. Mais celui qui a convoqué le forum, ce n'est pas lui qui a organisé l'élection de 2000. Voilà, il faut le comprendre. Ceux qui ont fait le coup d'État, La le coup connivence d'État. entre celui qui a organisé et celui qui a organisé le forum de la réconciliation. Oh, tu sais, quand tu parlais, je t'ai évident. laissé tranquillement. Hein? C'est pas un débat entre nous. Oui. Chacun avance des arguments, l'autre écoute. Donc tu dois écouter. Celui qui a organisé les élections de 2000, ce n'est pas celui qui a refusé qu'il y ait des élections inclusives. Au contraire, après avoir gagné ces élections, il était en train donc de s'organiser pour que l'échéance présidentielle, puisque c'est cela qui t'intéresse, suivante soit inclusive. Je vous rappelle que c'est sous Laurent Gbagbo que le FPI a perdu les municipales. Peut-être le résultat des législatives de 2001, décembre 2001, aurait été autrement si le RDR de M. Ouattara avait participé, avait accepté d'y participer. Ce n'a pas été le cas. Mais en 2002, le FPI, parti au pouvoir, a organisé des élections inclusives et les a perdues. C'était les municipales. Nous sommes journalistes, il faut se souvenir de ça. Maintenant, pour revenir, pour revenir à l'état de l'économie ivoirienne en 2011, Fatim, et l'armée. je dis que c'est d'abord l'économie. Ce sont ces sanctions que tu évoques qui ont démontré le large et sale complot international contre un régime. Mais Celui de Laurent Gbagbo. il y en a tout le temps. La Russie subit des sanctions actuellement. Mais c'est comme ça tout. Le Mali, L'Occident, beaucoup de pays subissent des sanctions. l'Occident s'entend toujours pour dégager, pour mettre à mal les économies des pays qu'il a envie d'annexer. Ça va être difficile avec le... Je vous pose la question en toute sincérité. Finalement, ça fait partie des textes de plusieurs institutions régionales et internationales. Ils de ont prendre violé- dès le ils ont départ violé des sanctions Fatim. économiques, aussi politiques. On a été exclu de la CEDEAO très rapidement, comme ils l'ont fait pour d'autres pays quand il y a eu des coups d'État ou d'autres problématiques. On le voit avec l'Union européenne qui favorise toujours les sanctions économiques. On le voit actuellement avec la Russie. On le voit régulièrement. Qu'est-ce qui vous surprend ? Surtout que je pense que vous avez observé la vie internationale bien avant moi. Ce qui surprend, c'est qu'en Côte d'Ivoire, deux personnalités qui ont participé à un deuxième tour d'élection présidentielle réclament la victoire chacune. Il y en a une qui dit il faut que ce monde entier-là vienne pour qu'on récompte les voix. J'insiste. Recomptez, si vous recomptez qu'il savait que cette personnalité a perdu et qu'elle ne veut pas céder. Le monde entier avait déjà compté les voix. Non. Le monde entier n'a jamais recompté les voix. Choi, C'est qui pas bon. représentait la communauté internationale, avait déjà compté les Bakayoko, voix. Et comme il tu ne veux avait- pas me laisser, c'est pas bon. Non, c'est pas que je ne veux pas te Que laisser, le mais nous ne sommes pas président dans une église pour de que la tu... commission on n'est pas dans une électorale église. a déclaré C'est pas un les peuple qui parle résultats. à ses fidèles. Voilà. La communauté internationale avait Moi, déjà quand tu parles, je validé t'écoute sans que tu sois mon fidèle. avait validé les élections. Messieurs, en fait, je Comptez, voudrais pourquoi- très pourquoi sincèrement, faire perdre le temps je Non. voudrais très sincèrement, C'est pas un et débat pas par entre- lâcheté, entre toi et moi. éviter Voilà. ce débat. Moi, je C'est ne veux ça. pas refaire le procès ni l'histoire. Absolument. Vraiment, je ne suis ni procureur, ni... voilà. Donc, je veux vraiment qu'on ait un débat constructif. Mais c'est ce que j'ai. Mais c'est ce j'admets je que dis, chacun hein. doit dire sa vérité. Je ne suis pas là pour occulter la vérité des uns des ça. autres. Mais s'il vous plaît, restons C'est ça. constructifs et Alors, productifs. Il ne faut pas m'interrompre parce que j'ai fini. Allez-y. Voilà. Je dis, l'économie, si l'économie a été mal en point, c'est cause des du sanctions. fait des sanctions arbitraires. La CEDEAO a violé ses propres textes. La BCEAO a fait de la politique pour ce qui concerne le cadre de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un coup d'État. Hein. Je dis, c'est deux personnalités qui se disputent les résultats électoraux. Il fallait les départager de façon pacifique. Et cela n'allait pas arriver.
Mais tout le monde a préféré ça. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu la décision de la Cour pénale internationale, beaucoup de gens, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains, beaucoup de panafricanistes seraient encore dans le flou. Tout ce qui a été fait, c'était pour rien. Voilà ce qu'il faut retenir. Vous voulez réagir, Wakil El Afé? Je ne sais pas si on peut éviter peut-être la tentation de refaire l'histoire, de restituer les responsabilités, parce que si on s'y met, comme vous voyez la tournure que le débat prend entre nos deux amis, ça pourrait être ainsi avec chacun de nous. Il faut peut-être faire l'effort, peut-être de ne pas trop y revenir. Ce que je veux noter, c'est que dans tous les cas, ces sanctions qui seraient le signe d'un complot de l'Occident, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles n'ont pas abouti au résultat escompté. Parce que les sanctions n'ont pas annihilé la détermination de Laurent Gbagbo et de son camp à résister. Et n'eût été l'usage d'autres moyens, ces sanctions ne seraient jamais parvenues à bout, assurément, de Laurent Gbagbo qui aurait pu encore longtemps rester au pouvoir. Donc, ces sanctions, signe de complot, peut-être, mais on a bien vu que ces sanctions ne se sont pas venues à bout du régime Gbagbo pendant 4 mois. Maintenant, de 2, je ne voudrais pas qu'on reprenne les concepts de la crise. César insiste beaucoup sur la notion de recompter. Mais lorsque l'on dit qu'on a gagné une élection, que le Conseil constitutionnel a tranché, que la décision du Conseil constitutionnel n'est pas susceptible de recours, pourquoi alors l'argument de recomptage doit être brandi? À quoi devrait servir le recomptage lorsque l'instant d'avant, on a dit que la décision rendue là, elle est définitive, elle est irrévocable et que même Dieu ne peut pas la changer? On va recompter pourquoi? Je veux savoir. Pour éviter la guerre. Je ne veux pas qu'on réforme. Non, même si on a recompté, est-ce qu'on va éviter la guerre? Parce que la décision rendue est prétendument irrévocable. On ne peut pas la changer. Elle est irrévocable. Quoi qu'on fasse, qu'on recompte ou pas, elle serait irrévocable. Alors, à quoi servirait de recompter? Puisqu'on nous dit matin, midi et soir que la décision rendue par le président Paul Yaoundé est irrévocable. Elle est définitive. On peut même dire que même si Dieu descend, il ne peut pas la changer. Elle est définitive. On recompte pourquoi? Qu'on nous le dise aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui a proposé, mais il insiste tant qu'on voudrait bien demander à quoi aurait servi de recompter pour quelque chose qu'on ne peut pas changer en réalité. Au moins d'éviter la guerre. Mais ça n'évite rien. Parce que quand on va finir de compter, on va dire, Yaoundé a déjà dit, bon, vous avez compté, ça ne sert à rien. Yaoundé a dit, le président Gbagbo a gagné, ça ne sert à rien. Vous avez perdu votre temps pour recompter. Parce que c'est ce qui s'est passé finalement en réalité. Je ne sais pas, l'évaluation de la crise par l'Union africaine, quand on va à Nouakchott, quand on va à Addis Abeba, quand on se balade, quand les chefs d'État viennent, ils vont au Golfe, ils vont au palais, ils rencontrent toutes les parties. Et puis un matin, on dit, après avoir fait tout ce tour-là, après avoir fait l'évaluation, parce que dans le mot recompter, il y avait l'évaluation. Il y avait l'évaluation, il y avait regarder le processus, s'assurer qu'il a été transparent, s'assurer qu'il a respecté tous les critères, s'assurer qu'il n'y a pas eu de fraude susceptible de manipuler les résultats et d'entacher la sincérité du scrutin. Lorsque tout cela a été fait durant 3 mois et que des résolutions ont été arrêtées et que les protagonistes se sont engagés à accepter ces résolutions qui était contraignant dès le départ, ça a été dit. Et qu'à la fin, une partie ne l'accepte pas, il y a problème. Parce que ça a été le recomptage, c'était un mot d'un ensemble de propositions faites en décembre, en début de crise. Déjà. Recompter, c'est un mot dans un ensemble de propositions appelant à une évaluation du processus. Le président Laurent Gbagbo n'a pas dit uniquement de recompter, il a dit d'évaluer le processus. Et cette évaluation a été faite dans les règles de l'art. Ça aussi, il faut le dire. Comment tu le sais? C'est l'Union africaine qui l'a fait. Je vais sortir de ça avec monsieur... C'est pour ça que je dis, évitons. Monsieur Dion, avançons. Le débat. Je vais laisser... On peut positiver, avancer vers d'autres aspects, parce que si on veut reprendre
la crise, on ne s'en sortira pas. Et j'ajoute que Laurent Gbagbo avait déjà formé un gouvernement. Alors qu'on demande de le compter, lui, il forme un gouvernement alors que le conflit n'est pas encore élagué. Cela a été fait en Haïti. Et lui forme un gouvernement. Pourquoi? Informez-vous. Monsieur Dion, Cela a été fait en Haïti. Le comptage a eu lieu. Faites-nous prendre de la hauteur, s'il vous plaît, monsieur Dion. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est que quand on va prendre le temps de se parler, c'est-à-dire d'abord de s'écouter, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourra régler. Bon, on ne s'écoute pas. Chacun parle, c'est un monologue. Et les monologues se juxtaposent, mais des monologues juxtaposés, ça ne donne pas un dialogue. Ce que je retiens de tout ce qui s'est passé, depuis 1995, Bédié arrive au pouvoir à la mort du président Houphouët. 1995, on a la première élection. Okay. Déjà, le problème électoral se pose, puisqu'il y a un boycott actif, et puisque le président Bédié, je crois, va aux élections avec Francis Baudier à l'époque. En 2000, le même problème électoral. En 2010, problème électoral. Donc, je retiens de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. 2020 aussi. 2020, donc il faut faire attention à la question de l'élection. Ça, c'est un premier défi pour nous. Deuxième chose, je retiens de tout ce temps-là que malgré tout, la Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays solide, et moi, c'est ce qui fait ma fierté dans toute cette grisaille. Durant tout ce temps de la guerre, on n'a pas été privé d'eau, on n'a pas été privé d'électricité, et à la limite, on mangeait comme s'il n'y avait pas de guerre. À la limite. Donc on se demandait, sauf quand on voyait des gens circuler en armes, on se demandait si on était en guerre pour un pays coupé en deux. Je retiens que c'est un pays solide. Troisième chose, quand on est en guerre, l'économie est forcément déstructurée. Rien ne peut marcher, vous l'avez dit dans votre argumentaire tout à l'heure. Il n'y a pas d'école, parce que c'est une économie de guerre. Parce qu'on se prépare pour faire la guerre. Dernière chose, j'ai compris que la Côte d'Ivoire est un pays spécial et particulier dans le dispositif qui a été nommé tout à l'heure, qui est le dispositif qu'on appelle Occident ou occidental. Ça veut dire que celui qui veut diriger la Côte d'Ivoire, gouverner ce pays, doit prendre en compte le fait que la Côte d'Ivoire est un pays important dans ce dispositif. Quoi, stratégique? Très stratégique. Si vous ne l'avez pas compris, tant pis pour vous. Allez, je vais prendre quand même quelques questions de téléspectateurs. Ma question est la suivante, c'est Jojo 16 de Côte d'Ivoire qui nous dit: est-ce que nos politiciens ont pris conscience de ce qui s'est passé en 2011? Qui veut réagir? Est-ce que vous pensez, avec le recul, qu'ils en ont pleinement conscience de ce qui s'est passé? Ça me paraît évident, mais qui veut répondre? Est-ce que nous avons fait notre mea culpa déjà? Quand on dit mea culpa, c'est-à-dire c'est ma faute. Est-ce que chacun de nous, moi je ne parle pas seulement des politiciens, il y a les hommes politiques, mais il y a aussi les intellectuels qui ont joué leur partition. Mais ils étaient où, justement? Ils étaient là. Ils ont pris position. On a été tous clivants. Chacun a choisi son camp. Chacun avançait une pensée de clan, de ghetto, de camp. Mais qu'est-ce que ça vaut pour la stabilité d'un pays quand toute l'intelligentsia se ghettoise de cette façon? Voilà où nous en sommes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons eu le temps d'évaluer et nous avons eu le temps de comprendre que le plus important, c'est la Côte d'Ivoire? Voilà. Est-ce qu'on a tiré, Osiris le demande, est-ce qu'on a tiré toutes les leçons de cette douloureuse crise, étant donné que chacun se dit victime et l'autre bourreau? On n'a pas tiré toutes les leçons parce que ça se ressent dans les débats. Ouais, il n'y a pas de... Moi, je constate, je l'ai souvent dit dans les débats, il n'y a pas de contrition. Il n'y a pas eu de contrition. Il a dit tout à l'heure le mot, le mea culpa, il n'y en a pas. Les uns, chacun croit avoir été victime. Chacun croit qu'il a subi un tort. Et jusqu'à ce jour aussi, il y a des interrogations qui demeurent. Avec ce qu'il a dit, ce que la CPI a dit, la CPI aussi, il faut peut-être situer les choses dans leur contexte. On ne va pas refaire les trucs. Histoire. Mais on dit, par exemple, à la CPI, le président Gbagbo était accusé d'un plan commun. C'est-à-dire, on dit ce qui s'est passé là, les 3000 morts, ça a été prémédité. Il y a eu un plan commun, ça a été orchestré. Ça n'a pas pu être démontré. Mais le fait est là que quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, aujourd'hui, il revient
Parce que ce qu'on disait qu'il avait fait là, il n'avait pas fait, il dit qu'il était serein. Mais en même temps, il pose la question, il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Il n'y a pas eu de préméditation, assurément. C'est-à-dire que lorsque on lui donne les résultats, il ne dit pas « je reste au pouvoir, quoi qu'il arrive, 3 000 morts, 10 000 morts ». Ce n'est pas prémédité. Il n'y a pas eu un plan de préparation avant même l'élection. Il n'y a pas eu ciblage, contrairement aux allégations qui ont pu être faites. Mais d'autres types de responsabilités existent, puisque lui-même, il assume. Je suis le patron, j'ai donné des ordres, moi je suis libre. Ceux qui ont agi sous mon ordre, sous mon commandement, ils ne devraient pas être en prison alors que moi je suis libre. Il assume sa part de responsabilité. Mais en quoi peut consister justement cette part de responsabilité? Voilà le débat. Moi je pense que franchement, on peut faire le débat pour savoir si les leçons ont été tirées, mais j'avoue que quand on entend une volonté de match retour, de revanche de part et d'autre, on se demande si les gens sont conscients des enjeux et de ce qui s'est passé vraiment. Alors c'est pour ça que je connais la seconde partie, après le mot de César et tout, parce que vraiment, la dernière question qu'on va se poser, c'est comment préserver cette stabilité politique. Donc encore une fois, je ne veux pas qu'on refasse l'histoire. Oui. S'il vous plaît. Non, donc je vous laisse intervenir et on passe à la suite. Quand on est journaliste et sur un plateau d'émission écouté par toute la population, il faut restituer les faits. Dans l'intégralité. C'est pas ça. Il faut constater que de temps en temps, nos hommes de politique, moi je parle des décideurs, de ceux qui décident, donnent l'impression qu'ils ont envie de tirer les leçons, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. N'oubliez pas qu'il y a eu quand même ce qu'on appelle, depuis la crise, depuis la guerre, le dialogue politique inter-ivoirien, jusqu'à 5 phases. Mais quand on prend une décision, après un dialogue, un tel dialogue, est-ce que ces décisions-là sont appliquées? C'est ça qui est le problème. On attend toujours qu'il y ait un drame, un autre pic dans une crise, pour qu'on rappelle les mêmes acteurs pour se réunir et montrer qu'on veut avancer. Il va falloir que nos décideurs... C'est pour vous, c'est un rassemblement de façade, une volonté politique de façade? C'est pas sincère? Ces sont toujours guidés par une crise. C'est toujours provoqué par une crise grave. Bon, maintenant, là, il n'y a pas de crise. Il y a eu la 5e phase du dialogue politique. Où est-ce qu'on en est avec les recommandations? D'accord. Est-ce qu'on se pose ces questions? On va en parler justement. Comment notre pays a dépassé tout ça? Ce sont les explications du sociologue Dr Lyle Niquez-Nelbin au micro de Lionel Yomini. Beaucoup d'efforts. Si nous partons sur le plan politique, nous pouvons dire déjà que les principaux leaders de l'opposition étaient quasiment dehors, donc ce qui, dans un premier temps, a pu peut-être désamorcer les choses. La justice n'a pas tout de suite attaqué ces vies, et donc ça a dû être aussi un élément important. Il y a surtout, je pense, la dépolitisation du pays, au sens d'avoir accordé une grande importance aux grands travaux, aux grandes infrastructures, où il a fallu quasiment tout reconstruire. Donc l'accent a été mis sur les routes, les ponts, l'électrification, les grandes infrastructures. Donc l'économie a beaucoup pris le pas sur la politique. Un autre élément aussi, je pense, qui a dû jouer, ça a été aussi l'obsession de reconstruire toute l'administration, puisque l'administration était quasiment décimée dans les zones CNO. La volonté politique n'a pas forcé de reconstruire l'administration. Je pense qu'il y a été un élément aussi de décrispation. Il y a eu aussi également la puissance à reconstruire l'armée, l'élément sécuritaire, c'est-à-dire la réunification pratiquement de tous les combattants au conflit, revoir les FDS qui revenaient dans la République, dans la nouvelle République, de voir aussi les autres combattants qui on pouvait réintégrer dans l'armée et aussi tous les éléments de réinsertion des ex-combattants. Ça aussi, ça a dû être un élément favorable. Et si on doit continuer,
Sur le plan psychologique, c'était la lassitude. Les gens étaient fatigués, étaient franchement fatigués de la guerre. Et comme les leaders n'étaient pas là, les référents n'étaient pas là, chacun a tenté de se reconstruire psychologiquement. Parce que c'est vrai qu'il y a eu la CDVR, donc qui est Commission de Vérité et Réconciliation, qui a fait aussi ses travaux dont on peut parler aussi. Mais comme tout le monde n'a pas été directement impacté, peut-être pas positivement du point de vue des populations, donc chacun a essayé de refaire son deuil sur son passé par rapport à ce que nous avons perdu, qui n'a pas forcément été reconnu mais pas dédommagé. Donc la lassitude, les gens étaient fatigués de la guerre, tout le monde aspirait aussi à la paix, ça a dû être un élément aussi qui a décrispé l'atmosphère. Et puis sociologiquement parlant aussi, les gens ont vu que c'était les mêmes peuples, on se connaissait tous, on s'était laissé emporter par des élans politiciens et qu'il fallait revenir aux fondamentaux, qui était qu'on était le même peuple et que, après tout, peut-être que la réconciliation des politiciens et des politiques n'allait pas se faire tout de suite, mais que nous, on avait intérêt à tourner la page. Alors, messieurs, vous le disiez, on l'a rappelé, on va revenir sur tous les points cités par le docteur Louis Nicaise-Nébin. Notre pays avait perdu son statut de première puissance régionale francophone. L'a-t-on retrouvé et comment le président Ouattara a procédé? En tout cas, si on ne l'a pas retrouvé, on est sur la bonne ligne de retrouver cette place. Et le président Alassane Ouattara, dès qu'il est arrivé dans une politique volontariste, a mis en place des plans quinquennaux. Alors, vous avez vu que le premier plan quinquennal a commencé en 2012-2016, qui était de 11 000 milliards. Et le deuxième plan en 2016, qui était de 30 000 milliards. Et aujourd'hui, nous sommes dans le troisième plan, qui est à peu près de 59 000 milliards. Alors, donc, tous ces plans quinquennaux ont permis quand même de relancer la machine productive au niveau de la Côte d'Ivoire. Et beaucoup d'autres plans, notamment au niveau agricole, des plans sectoriels ont été mis en place, notamment au niveau agricole. La Côte d'Ivoire, c'est un pays agricole, il faut le savoir. Donc, il y a eu le plan national d'investissement agricole qui a permis quand même de mobiliser d'importantes ressources et de les orienter dans des secteurs aussi porteurs comme les cultures de rente, les cultures même vivrières, et ils ont fait aussi de la planification. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu d'autres investissements au niveau des travaux publics, c'est-à-dire au niveau des infrastructures. Tout le monde a vu que le pays a été minutieusement quadrillé avec des routes, des autoroutes, des ponts, des chaussées qui jusque-là continuent. Certains ont dit que la route n'est pas importante. Mais en réalité, la route permet de baliser, enfin, d'ouvrir les voies aux autres projets. Je prends juste un exemple. Si César Etou, qui est de Langui-Bonou, mettait 8 heures pour arriver dans son village, maintenant il peut en mettre 4. Ça fait un gain de temps. Alors si quelqu'un, pour faire sortir ses produits vivriers... Merci d'indiquer mon village. Ne pouvait pas le faire. ne pouvait pas le faire. Maintenant, il a la possibilité de faire sortir son produit. Et si c'est des produits périssables, ça lui permet d'avoir de plus-value. Et donc, nous avons eu aussi des programmes de logements sociaux. C'est vrai, ces programmes de logements sociaux n'ont pas été menés de façon optimale, mais on a vu une volonté politique qui a été vraiment prononcée. On a vu le secteur privé aussi, et ça a permis de relancer la machine. Le gouvernement a, on va dire comme ça, fait des allocations à un certain nombre d'entreprises privées qui ont permis aujourd'hui de mettre en place tous les outils de production qui les rendent beaucoup plus solides. Donc, je veux dire, en tout cas, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises. Il y a beaucoup qui reste à faire, mais la Côte d'Ivoire est comme un train qui a décollé et qui aujourd'hui est sur le bon rail. César Etou, vous confirmez cette embellie économique, vous avez visualisé un changement, un nouveau visage en termes d'infrastructure du pays depuis 10 ans? Oui. Oui, on voit des ponts, on voit des routes. Pour parler comme les artistes, on voit même de la lumière dans le goudron. Donc, il y a du travail qui est fait. Mais cela s'explique. Madame, le régime qui a été renversé a travaillé
a obtenu le point d'achèvement de ce qu'on appelait PPT. Je ne suis pas économiste, eux, ils savent mieux que moi. Le président Ouattara a dit, pendant la campagne électorale de 2010, que le fait d'avoir obtenu le PPTE donnait un gain de 500 milliards chaque année à la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc le régime Gbagbo... Vous nous dites que c'est, encore une fois, c'est le prolongement, c'est grâce au Laurent Gbagbo que... Oui, il a travaillé pour ça. Attendez, Non, bon, ça c'est pas, il faut pas bon, faire ça c'est moi qui parle. Ce n'est pas vrai. Le Cameroun c'est moi a eu qui le mais le Cameroun est dans l'état qu'il est. C'est moi qui ai eu la parole. Le Cameroun a eu moi- le même... Non, mais quand même, moi-même, je suis... Hein? Donc, Non, en fait, manifestement, il y a eu une vraie politique qui a été menée. Bon, si tu Il y a reprends d'autres la pays parole, qui ont eu les PPT, mais qui n'ont quand pas tu eu n'as les pas fini, résultats il faut que pas la Côte l'abandonner. a obtenus. Bon, Ça, il faut attendez, l'admettre. Wakili a fait. Non, j'ai pas fini. Non, Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Si tu veux, je finis et puis je ne parle plus. non, sinon vous ne serez pas sur ce plateau. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que l'embellie soit l'arbre qui cache la misère. Écoutez, vous savez, au plan de la gouvernance, c'est la catastrophe. La Côte d'Ivoire cumule aujourd'hui, au plan économique, à une dette extérieure de 24 000 milliards. Qu'a-t-on fait avec tout cet argent? En Côte d'Ivoire, nous assistons à des détournements de sommes colossales. Il n'y en avait pas sous le régime Gbagbo. Il n'y avait pas de détournement. Vous pouvez le prouver. Vous savez, moi, quand le président Ouattara s'est installé, s'il avait vu des détournements, il aurait fait des procès. Il n'y en a pas. Le président qui est là, le président Laurent Gbagbo, qui est revenu, a été déclaré indigent. Il n'y a pas eu de détournement sous lui. C'était des fantasmes. On n'en a pas eu. Je continue. Au plan social, tout coûte cher, Fatim. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais est-ce que la cherté de la vie qui est visible dans tous les pays du monde, eu égard aux crises successives sanitaires et Cette cherté de la vie n'est pas structurellement imputable. Mais pourquoi vous voulez que la Côte d'Ivoire Et puis il faut savoir que la dette, c'est aille un copier facteur ce de qui n'est pas développement. bon? La dette n'est pas une mauvaise chose. C'est les dettes inutiles qui sont de mauvaises choses. Mais nous, la dette qui est prise aujourd'hui, elle est Alors, utilisée quand de vous façon endettez efficiente. la Côte d'Ivoire... Oui, mais cette dette vous est endettez utilisée la de Côte façon d'Ivoire pour efficiente. des C'est une dette générations à productive. l'infini. Ce n'est pas une dette dormante dans les dépenses somptuaires. C'est une dette qui permet de financer le développement. Donc, c'est une dette productive. On ne peut pas s'en plaindre. Ça, il faut le Et on savoir. ne sent pas les effets, frère. On ne sent pas les effets. Ça, au moins, tu le sais. Non, je ne le sais pas. Allez, continuons. Alors, poursuivons. Laissons l'aspect économique, mais bon, on entend dire par tous les spécialistes de la question, et c'est la question que j'allais vous poser. Je ne voulais pas ramener ce débat à un homme, mais mine de rien, est-ce que l'accent économique dans le redressement national tient avant tout à la personnalité et peut-être à la carrière du chef de l'État? Ce profil économiste, est-ce que ça a joué? Puisque chaque personnalité a sa vision. Est-ce que vous pensez que ça a été déterminant dans ce choix de mettre en avant... Mais- surtout l'économie où on n'avait pas le choix, c'était la priorité absolue. Mais naturellement, regardez le profil du président Alassane Ouattara. C'est le profil de l'économiste, c'est le profil de celui qui a contribué à faire en sorte que beaucoup de pays se relèvent de leur situation difficile. Il a fait le FMI, il a fait la Banque mondiale. Donc quand on regarde, on lit son CV, on voit déjà que c'est son profil. Mais si la Côte d'Ivoire en est à ce niveau, ça aussi, il faut pouvoir le reconnaître. On peut ne pas, on ne va pas dire aimer en politique, on n'aime pas particulièrement, on peut ne pas estimer quelqu'un, apprécier. Mais quand il travaille, il faut regarder le travail et voir s'il fait bien ou s'il fait mal. Le leadership du président Alassane Ouattara a joué pour beaucoup. Son leadership a joué pour beaucoup. Deuxièmement, il a compris tout de suite qu'il ne pouvait rien faire s'il ne réglait pas la question de la sécurité. Gérer un État, c'est d'abord faire en sorte que cet État soit en sécurité. La sécurité, c'est d'abord à l'interne et puis à l'externe, c'est-à-dire éviter des agressions extérieures. C'est pour ça que vous avez parlé de sécurité et de défense. Une fois que vous sécurisez votre territoire, mais à l'intérieur de votre territoire, vous pouvez faire maintenant les réformes que vous voulez. César Retoul l'a dit. Le problème de Laurent Gbagbo, c'est quoi? C'est que
il n'arrive même pas à décoller, puisque dès qu'il prend le pouvoir, la question de la sécurité se pose déjà à lui. Mais si l'État est dans l'instabilité et dans l'insécurité, on ne peut pas tellement vous juger de façon efficace sur les politiques que vous mettez en place. Sauf si vous décidez de couper le pays en deux, ne plus vous occuper d'une partie et travailler sur l'autre. Parce que quand vous prêtez serment en tant que chef d'État, le serment que vous prêtez, c'est de dire que je jure de faire en sorte que l'État reste un du point de vue de son intégrité. Mais une fois que l'intégrité de l'État est touchée, tout est déstructuré. Donc je pense que le leadership du président Alassane Ouattara a permis à ce pays d'arriver au niveau où il est. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut encore faire. Et ce qui est important... Et si c'était l'opposition qui est devenue républicaine? Pardon? Et si c'était l'opposition qui est devenue républicaine, qui n'est plus dans la belligérance? Non, l'opposition s'est résignée, l'opposition n'est pas républicaine, elle s'est résignée. Elle s'est résignée. Non, elle s'est résignée, pas ça. C'est une façon d'apprécier les choses. Moi, attendez. Je veux entendre Wakili Alafé, s'il vous plaît, et poser les questions des téléspectateurs. Il y a des ressorts. Et c'est sur ces ressorts-là que le président Ouattara capitalise à travers une vision. Une vision, vous avez vu, il a parlé des plans nationaux de développement, des PND, des plans nationaux de développement, mais au-delà, il y a eu des concepts dont les gens ont ri. Il y a eu Ado Solutions, il y a eu l'émergence 2020. Aujourd'hui, à Côte d'Ivoire, Vision 2030. C'est basé sur quelque chose. Et le président Alassane Ouattara a compris très tôt, en 2011, que si il ne donne pas un plus, une valeur ajoutée, lorsqu'il prend le pouvoir, créer des richesses, créer la croissance, ce sera vain. Des vieux démons peuvent revenir. Et donc, il a créé un contexte pour mettre tout le monde au travail, pour créer de la richesse. Et on a vu un moment où on disait que l'argent ne circule pas, il travaille. Parce que peut-être pendant trop longtemps, l'argent a circulé, à ne rien faire. L'argent a travaillé. L'argent a travaillé en circulant sans doute. Et il y a du concret aujourd'hui. Il y a des ponts, il y a du bâti, il y a l'augmentation des capacités en énergie. Il y a des grands projets qui se font. Sur l'instant, on ne sent pas l'impact. Peut-être sur l'instant, les châteaux d'eau, l'électricité, on ne voit pas, ce n'est pas mesurable. Mais dans la durée, lorsque l'on se souvient que ce pays repose peut-être pour encore 60% sur ce que le président Houphouët-Boigny a fait. Voyez-vous, depuis 1960 ou avant, ce pays repose dans bien de domaines. Prenons simplement l'aéroport d'Abidjan qui s'est agrandi. Mais c'est le seul aéroport international qu'on a. Il a été construit depuis avant et sous le président Houphouët-Boigny. Le seul grand port, le second, Abidjan et San Pedro, c'est sous le président Houphouët-Boigny. On attend nos nouveaux stades. C'est bientôt, on aura la CAN. On a désormais 6 stades. On a des choses qui arrivent. Mais les acquis de ce pays-là, c'est le président Houphouët-Boigny. Et après, quand on regarde dans le parcours, ça fait souvent mal à certaines personnes du PDCI qui disent que c'est un irrespect pour le président Houphouët-Boigny. Mais quand on regarde en termes de chiffres, après le président Houphouët-Boigny, il y a eu un passage à vide et le président Ouattara est celui qui réalise des performances qui, souvent, en termes de chiffres, dépassent même ce que le président Houphouët-Boigny a fait. Quand on dit cela, quand des partisans du président de la République disent cela, ça fâche certaines personnes, mais c'est la réalité. Tout en reconnaissant que beaucoup des acquis de la Côte d'Ivoire datent du président Houphouët-Boigny. Et c'était une bonne base pour l'après 11 octobre. Mais l'un des acquis était la réputation de notre pays. On a l'impression que, excusez-moi, sur la scène internationale, on a été discrédité, humilié. Vous parliez de l'arrestation à titre personnel, mais déjà la symbolique d'un ancien président ivoirien. La présidence elle-même bombardée. Bon, on était persona non grata. Vous ne voulez pas de polémique. Non, je veux pas de polémique, mais c'est pour dire que, non, comment on a retrouvé cette stature sur la scène internationale? On accueille, on abrite des événements internationaux. Oui. On est cité en exemple à bien des reprises, là aussi. Comment on est passé d'un opposé à l'autre? C'est pour ça que je disais à professeur Dion qu'il faut certainement saluer le patriotisme des opposants. Voilà, parce qu'en vérité, la résignation des opposants. Est-ce que il faut bien que tu écoutes. Vous savez, dans un pays, dans une nation, c'est l'opposition, en tout cas en Afrique, c'est l'opposition qui imprime la paix dans le pays.
Si vous êtes une opposition belligérante, qui cherchez des armes pour résoudre vos problèmes, Et tu penses que l'opposition n'est pas belligérante actuellement? Non, pas du tout. Tu le penses vraiment? Mais pas du tout. Non, attendez, je vais départir. Les Ivoiriens, il n'y a pas d'opposition. Mais une tu opposition ne comprends. peut pas être Pour l'instant- responsable face à un régime irresponsable. Comment? Est-ce qu'une opposition peut être responsable face à un régime irresponsable? Parfaitement. Hein? Parfaitement même. Mais vous serez complice de mauvaises gouvernances, de Parfaitement. mauvaises choses, au nom du patriotisme. Vous c'est-à-dire serez que- complice si ce gouvernement était responsable. le Alors problème- que vous êtes responsable, vous serez prenez votre complice patience. d'un drame pour Vous la prenez nation. l'opposition Vous serez complice. responsable, patriote. Ne soyez pas complice. Si c'est mauvais, dites-le. C'est pas une affaire ne de soyez pas complicité. uniquement C'est responsable. une affaire de patriotisme. Mais un patriotisme à la bêtise, par exemple, C'est quoi la bêtise? c'est pas bon. La Côte d'Ivoire est mal gérée et vous vous dites que vous êtes responsable. Oui, En vous fait, le champ travaillez. des Non, critiques il est faut tellement dire que restreint. vous êtes Vous responsable parce que travaillez, c'est bon aussi. l'opposition Ça coûte travaille. rien de le dire. L'opposition doit travailler, quelle que soit la situation qu'on... Non, César et tout. Effectivement, on va parler du dialogue politique et tout le monde a plus ou moins, en tout cas officiellement, joué le jeu. Mais quand vous dites ça, ce qui est étonnant, c'est que souvent on reproche à l'opposition son inaction et elle nous répond « Nous ne sommes pas au pouvoir, on ne peut rien faire ». Et là, vous nous dites quand même en filigrane que c'est grâce à vous que la quiétude, la paix, tout a été retrouvé. C'est un discours quand même étonnant. Quel que soit ce qui s'est passé, il faut laisser ce parti travailler. Pas patriotisme. Vous comprenez? Vous pouvez ne pas aimer la façon dont on vous a évincé. Mais vous n'appliquerez pas la même méthode à ceux qui ont les destinées de la nation en main. Vous travaillez à faire rebondir la démocratie, à faire revenir la paix, à exiger qu'il y ait des élections. Oui, mais vous avez cumulé un grand nombre de boycotts d'élections. Là aussi, on peut parler de responsabilité. Boycotter, vous avez boycotté des élections pendant longtemps. De façon passive. L'opposition boycotte l'élection sans poser d'acte pour entraver sa tenue. Ah bon? L'opposition se contente de dire, par exemple, à ce militant, n'allez pas voter. Quand vous avez des taux de participation aux élections qui tournent autour de 8, 10, 15%, vous savez que vous avez gagné. Et à partir de ce moment-là, vous savez très bien quelle est votre force. Et puis vous vous réorganisez. Et ça qui se passe exactement en Côte d'Ivoire. Au lieu de prendre les fusils pour contrarier celui qui a le pouvoir aujourd'hui. J'entends si. Allez-y. César, moi, je suis un peu horripilé par ce révisionnisme dans lequel tu es engouffré ce soir. Parce que tu ne peux pas me dire que les gens ne se sont pas opposés à des élections. En 2020, tout le monde a vu. C'était un boycott actif. Tout le monde a vu. Et là, tu dis qu'on a lancé que des slogans et on s'est arrêté là. Ça, c'est du révisionnisme. Il n'y a pas eu de fusil. C'est toi qui le dis. L'opposition n'a pas pris de fusil. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Maintenant, moi, je n'ai pas vu. Moi, je parle... Je n'ai pas vu. En réalité, aujourd'hui, le champ de critique est restreint pour l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, je prends un simple exemple. Moi, je fais de l'économie. Sur l'énergie, par exemple. En 2010, la Côte d'Ivoire ne produisait que entre 1100 et 1200 mégawatts. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes à 2556 mégawatts. L'électricité est là. L'adduction en eau potable. Aujourd'hui, nous sommes à près de 76% de couverture. Le taux d'électrification rurale... Parce qu'il n'y a pas de guerre. L'électrification... Mais il est aussi du rôle régalien de l'État d'empêcher qu'il y ait des guerres. C'est ça la réalité. Si vous n'avez pas été capable d'empêcher qu'il y ait la guerre, je ne vois pas comment vous aurez pu diriger. Vous pensez que ceux qui sont là aujourd'hui n'ont pas été souvent victimes de crocs en jambes ou d'attaques? Tu sais bien qu'il y a eu des velléités. Et jusqu'à maintenant, des velléités qui sont toujours actives. J'ai pas vu. Mais il s'agit pour l'État, il s'agit de son rôle régalien de sécuriser, d'assurer l'outil de défense, de mettre en branle l'outil de défense pour que la population soit en sécurité. Et c'est ce qui se passe. Tout le monde voit, tout le monde sait bien qu'une partie de l'opposition est en belligérance permanente. Je ne dis pas dans des batailles, dans des querelles politiques, je dis bien en belligérance. Les mots sont bien choisis. Pas démocratique, pas pacifique. Je parle de belligérance, tu ne me parles pas de pacifique. Si je parle de bataille, oui, mais c'est une belligérance. Donc, il faut dire qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de choses à critiquer.
Et l'opposition elle-même sait qu'elle ne ferait pas mieux. C'est pour ça qu'elle est aujourd'hui ankylosée. Elle ne peut, oui, elle est ankylosée. Elle ne peut pas aujourd'hui. Oui, elle ne peut pas aujourd'hui émettre des critiques objectives puisque elle-même, quand elle est en position opérationnelle, elle sait qu'elle ne ferait pas mieux. En même temps, est-ce qu'on attend de l'opposition qu'elle applaudisse tout ce qui a été fait par le parti au pouvoir? Même si, sur des choses factuelles, on aimerait quand même qu'il y ait de la bonne foi des uns et des autres. C'est possible, ça? Sinon, ce ne serait pas une opposition. Quand un État se met en place, il y a forcément des visions du monde. On parle d'opposition quand vous êtes 2, vous êtes 3, vous avez une vision de la gouvernance et vous voyez comment vous voulez diriger un peuple. Quand vous n'avez pas la même façon de faire, vous vous retrouvez dans des partis politiques différents. Et chaque parti politique, c'est dans la définition du parti, veut prendre le pouvoir et veut l'exercer. Donc un parti d'opposition sérieux, c'est un parti qui veut prendre le pouvoir. Je ne vois pas qui voudrait prendre le pouvoir, même aux États-Unis, même en France, dans les démocraties consolidées, qui voudrait à chaque fois applaudir celui qui lui est remplacé tous les 5 ans. Non. Donc, il y a une posture aussi. Il y a une posture de l'opposant. Ça ne veut pas dire que l'opposant s'oppose à tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand il y a des choses qui sont faites et que les choses sont faites dans l'intérêt du plus grand nombre, il faut reconnaître que ce qui a été fait est bon. Là, vous êtes une opposition et vous êtes une opposition républicaine et citoyenne. Est-ce possible? Mais vous ne trouverez aucun opposant qui va dire tout est parfait. Mais vous trouverez peut-être des opposants qui vont dire rien n'est bon, quand bien même ils seraient convaincus que des choses sont faites. Ça fait partie du jeu politique et du discours politique. C'est normal. Il faut aussi qu'au niveau, au niveau des gens qui gouvernent, qu'on ne fasse pas l'erreur de penser que parce qu'on ne dit rien, tout est bon. Quand vous êtes au pouvoir, il faut savoir lire. Le président Gbagbo, je l'écoute souvent. Il y a des moments où il dit des choses, je ne parle pas de causalité, c'est peut-être une corrélation, mais il y a des moments où ça trouve un écho dans la gouvernance. Et ça, c'est bon. C'est-à-dire que le président Gbagbo peut dire quelque chose, mais après, ça peut être 6 mois, 1 an après, on se rend compte que c'est comme si les gens avaient entendu, mais parce que ça a été dit d'une certaine manière. Et là, je voudrais insister là-dessus. Il y a une manière de dire les choses. On va en parler dans la dernière partie. Je vais vous donner quand même quelques questions. César et tout, je pense que ça vous touche, pas que vous, mais quel rôle a joué la presse proche de l'opposition pour le retour de la paix et du développement dans notre pays après la crise? Ça, c'est la question d'Adams Koulibaly de Côte d'Ivoire. Oui. Je remercie. C'est sur Internet, c'est des gens qui nous écrivent en direct. C'est sur Internet. Oui. La presse, en tout cas la presse proche de l'opposition, a joué un rôle éminemment capital. Depuis la nuit des temps, en tout cas dès après la crise, vous savez, moi je n'ai pas été en exil. J'étais là, j'ai ouvert le journal Notre Voix le 23 mai, c'est-à-dire moins de 2 mois après les événements douloureux. Et j'ai commencé, avec mes collaborateurs, à écrire que pour que la Côte d'Ivoire se retrouve, il faut qu'il y ait la réconciliation. Il faut que les exilés rentrent. Il faut que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Bien sûr, on n'avait aucun moyen d'aller faire pression sur la CPI, mais nous étions convaincus que ce monsieur a été transféré à la CPI de façon arbitraire et qu'il allait revenir. Nous avons dit ça. Nous avons même écrit que c'est sa présence en Côte d'Ivoire qui va faire repartir la démocratie. Mais on est en train de constater ça. Vous comprenez? Donc nous avons joué ce rôle-là. Moi qui suis là, j'ai payé le prix fort à la fin. J'étais limousé pour ça. On a peut-être un dossier. Non, pas vous, n'est-ce pas? Voilà. Bon, non, revenons à nos moutons, à la Côte d'Ivoire. Sinon, les confrères ont été solidaires aussi. Voilà. Il faut le dire. C'est vu. Si l'UNDCI. Tout le monde a été. Voilà. Bon, moi je parle de. Parce que ça, c'est à nous. Voilà, parce que l'internaute a interrogé. Oui, je me suis tourné vers vous. Mais voilà. Donc, vous voyez, nous, en tant que journal, nous avons fait comprendre que ce n'est pas dans la violence qu'on peut construire un pays. Il y a aussi... Mais en même temps, sans réconciliation, on ne peut rien faire.
Mais il y a aussi tous ces exilés qui étaient partis. Vous nous le dites, vous n'avez pas fait le choix de partir. Je ne sais pas si l'un d'entre vous est parti ou a fait ce choix qui n'est loin d'être critiquable. Il y avait plus de 150 000 réfugiés ivoiriens en 2011 selon l'UNHCR qui étaient répartis dans 12 pays de la sous-région. Aujourd'hui, plus de 95% d'entre eux sont rentrés. Là aussi, c'est un soulagement. Et qu'est-ce que ça dit de notre pays? La confiance est retrouvée? Oui, ça veut dire que les choses ont changé, les choses se sont améliorées à ce niveau et qu'il y a un sentiment de sécurité générale qui est là et aussi que même s'il y a des craintes de match retour, il y a un apaisement quand même qui est là. Il n'y a pas de crainte de match retour. Il y a la tentation. Qui vivra verra. Il faut mettre fin à ces fantasmes. Il y a un apaisement Le match général retour va qui se est passer là. dans les urnes. Il y a un apaisement général qui est là et c'est rassurant, c'est satisfaisant que vraiment presque tout le monde soit rentré. Et il faut qu'on le souligne vraiment beaucoup. Il faut qu'on le souligne beaucoup, il faut qu'on travaille sur cet aspect-là. Pour moi, c'est une bonne chose. Oui. Mais en même temps, c'est un défi pour éviter justement de créer une situation nouvelle qui pourrait encore conduire à un mouvement d'exil, un nouveau mouvement de sortie du pays pour des raisons de la même nature. Monsieur, on parle beaucoup des hommes politiques depuis tout à l'heure. On les accable, on les félicite tantôt. Mais qu'en est-il du peuple ivoirien? Comment il a participé à cet effort? Est-ce que vous, moi j'étais pas là, donc je ne veux pas m'auto-congratuler. Est-ce que vous êtes résilient? Est-ce que ce peuple finalement a quelque chose en lui pour pouvoir remonter ce type de crise? Comment vous l'expliquez? Moi, je le pense vraiment. Parce que, vous savez, moi, j'ai souvent pensé que cette crise, elle est là, mais elle n'est pas aussi profonde que ça. Cette crise est artificiellement entretenue par beaucoup d'hommes politiques qui essaient de manipuler ce peuple-là. Vous savez, le discours politique qui est là a permis de, si tu veux, fragmenter notre société. Et ce discours-là, il est entretenu. Tout à l'heure, tu parlais des exilés. Mais à un moment donné, il n'y avait aucune raison objective d'être en exil, ou bien de rester en exil. Mais moi, je me suis rendu... J'ai été dans certains pays où il y avait des exilés. Mais c'était un acte politique. C'était un acte politique. Parfois, quand tu échangeais avec certains, ils disent, mais si je retourne, c'est comme si je viens légitimer un pouvoir. D'accord. Ce n'est pas par crainte je retrouve. Donc, ce n'était pas nécessairement par crainte de représailles. S'il y a peut-être crainte de représailles, ce n'est pas l'administration, ce n'est pas vis-à-vis de l'État. Peut-être des questions individuelles, interquartiers, oui, ça c'est possible. Mais je pense que l'administration a fait de son mieux. L'administration a mis en place diverses politiques. Les appels au retour n'ont jamais cessé. Et tous ceux qui avaient envie de retourner, parce qu'ils veulent retourner, sont retournés. Beaucoup sont restés pour des raisons politiques. Jusqu'à présent, certains, ils sont aujourd'hui, quoique le statut de réfugié est aboli, n'existe plus. Oui. Certains, ils sont toujours pour des raisons politiques. Et quand je dis pour des raisons politiques, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont pourchassés par l'administration politique. Ils y sont parce que pour eux, il faut que ça reste dans la mentalité collective que la Côte d'Ivoire est toujours en état de belligérance. Vous savez, pendant longtemps, des acteurs politiques, je crois, de plusieurs camps aussi l'ont dit. Ils ont dit que les Ivoiriens n'ont pas de problème entre eux. Oui. Ce sont les acteurs politiques. Docteur Lille l'a dit dans les débats. Voilà, qui ont des soucis. On vivait ensemble. Voilà. Il y a un réel vivre ensemble. Il y a eu des tensions, mais il y a eu effectivement 3000 morts. Il y a eu des moments forts, comme à l'ouest, à des endroits. Mais il n'y a pas eu véritablement de guerre civile. C'était un conflit armé entre deux groupements, deux entités, deux camps qui étaient en armes. Mais la guerre civile en elle-même, comme celle qu'on connaît dans d'autres pays, n'a pas eu lieu. On pouvait y arriver. Il y avait une menace d'y arriver, mais on l'a évité. Elle n'a pas eu lieu. Et les couples mixtes sont restés, les métissages sont restés, les partages culturels, l'interconnexion des communautés, des religions ou autres dans les villages, c'est resté. En dehors des tensions armées liées à des agissements d'hommes en armes. Donc ce pays est résilient. Il y a une volonté de vivre ensemble qui existe. C'est ça qui fonde une nation. Même au plus fort de toutes les crises,
depuis 1999, il n'y a jamais eu de tentation de rupture radicale. La crise se faisait pourquoi? Parce que même les belligérants, de part et d'autre, exprimaient une volonté de demeurer ensemble dans le même pays. C'était une bataille pour contrôler le pouvoir dans le même pays et pour arriver à exister dans le même pays. Et c'est un élément très très fort qu'il faut pouvoir capitaliser dans les mois à venir. C'est sur ça aussi qu'on a dû s'appuyer le chef de l'État, parce que... Je suis heureux d'entendre à la fin ce développement-là, Oui. Parce que, vous voyez, on est journaliste. Et il faut toujours se rappeler cela, se rappeler les choses quand elles commencent. Dans ce pays, cher ami, il y a un leader qui a dit, on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis de telle région. Vous avez entendu ça? Et de telle confession religieuse. Mais en Côte d'Ivoire, cela ne peut pas se faire. Les gens sont imbriqués les uns dans les autres. Les ethnies sont mélangées. Les religions sont mélangées. Ça ne peut pas se passer en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'on a été sauvés. On a été sauvés parce que la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, la rébellion, la guerre, c'était une guerre de conquête du pouvoir. Il n'y avait rien d'autre. Les Ivoiriens n'avaient aucun problème entre eux. Et je suis heureux qu'ils fassent ce développement-là. Mais il ne faut pas oublier que des Ivoiriens ont tenté de mélanger religion et ethnie dans cette affaire. Il ne faut pas oublier. Mais autant on dit que les Ivoiriens sont résilients et que le tissu est tellement... il y a tellement de connexions entre nous que ça ne pouvait pas casser, mais en même temps, encore une fois, ceux qui ont pris les armes au nom d'une cause ou au nom d'un dirigeant, comment vous expliquez aussi cette facilité à suivre les hommes politiques, même dans le pire? Ben, c'est le pouvoir des hommes politiques. Que de drainer la foule, c'est le pouvoir des hommes politiques que d'instrumentaliser. C'est pour ça que quand il dit qu'on a été résilient, oui, on a été aussi, même dans la bêtise, on a été un peu intelligent. J'étais à une rencontre la dernière fois où une dame qui venait de très loin disait « Ah, vous avez un beau pays, et à la suite de la crise... entre le nord musulman et le sud chrétien, tout le monde a ri dans la salle, mais la pauvre dame, elle ne savait pas pour son rien, parce que nous sommes tous assis là, on ne sait pas de quoi elle parle. Mais ce sont les catégorèmes dans lesquels ils sont. Oui. Ils veulent simplifier, ils veulent schématiser. Donc on a dû lui expliquer après que c'est beaucoup plus subtil que ça, il faut nuancer. Mais c'est ça la Côte d'Ivoire. Et notre humour légendaire contribue aussi à ça. C'est pour ça qu'il faut dire merci aux chanteurs de Zouglou et de Coupé Décalé, parce que ça a permis aussi de déstresser et aux humoristes de décomplexer, et aux humoristes surtout. Mais c'est ça la Côte d'Ivoire. Donc on félicite les artistes, visiblement pas les intellectuels, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Allez, on va finir avec ce micro-trottoir des populations qui finalement nous donne des indications pour préserver la stabilité politique qu'on souhaite tous. La question de comment préserver la stabilité politique en Côte d'Ivoire dans le cadre des élections. Donc les élections déjà soient organisées comme ça a été le cas par le passé, dans la transparence, dans le respect des règles démocratiques et puis dans l'inclusion aussi. Donc maintenant la meilleure façon, en tout cas de mon point de vue, de préserver la stabilité politique de notre pays, c'est de continuer ce développement socio-économique auquel on assiste depuis 11 ans. La Côte d'Ivoire a multiplié par 2 sa richesse. Donc le produit intérieur brut a été multiplié par 2 en 11 ans. C'est de continuer les travaux d'infrastructure tels qu'on les observe aujourd'hui. C'est de redistribuer la richesse entre les Ivoiriens. C'est de faire de telle sorte aussi que les jeunes aient du travail, qu'on continue comme ça à avoir des centaines de milliers d'emplois créés chaque année dans différents domaines, dans le transport, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'industrie, dans tous les secteurs que vous pouvez imaginer. En tout cas, c'est de continuer sur cette lancée-là, lutter contre la corruption, favoriser la bonne gouvernance, mais augmenter la cadence, accélérer la cadence pour que voilà, justement les conditions de vie des Ivoiriens continuent de s'améliorer comme c'est le cas depuis les 11 dernières années. La stabilité politique en Côte d'Ivoire, c'est un peu délicat, mais que tous les politiciens mettent un peu d'eau dans leur vin, que chacun sache sa place au fait et que chacun essaye de penser à ceux qui sont à l'intérieur du pays, pas que Abidjan. Pour ne pas qu'on retombe encore dans les mêmes choses, puisque c'est ce qui va faire retarder aussi l'économie du pays, il va falloir que chaque Ivoirien regarde devant avec beaucoup de sérénité
Il faut que déjà, du point de vue des campagnes électorales, il n'y ait pas d'attaque, je veux dire que chaque groupement reste, n'est-ce pas, serein dans sa ligne pour pouvoir galvaniser ses troupes afin de pouvoir accéder soit de façon démocratique au pouvoir. Il faut d'abord que chaque citoyen sache que la politique, c'est un jeu et que chaque personne fasse une révolution intérieure et comprendre que le plus important, c'est l'être humain. C'est la personne en face de moi, la personne autour de moi. Pour ne pas qu'il y ait de problèmes lorsque nous faisons la politique. On ne peut pas parler de paix sans qu'il y ait justice. Des gens ne peuvent pas croupir en prison et puis on va parler de paix. Vous voyez? Parce que des gens qui ont leurs parents emprisonnés, ceux-là vont toujours ruminer contre ce qui se passe. Et ils ne seront jamais d'accord. Donc pour qu'on puisse parler de paix là, pour que la paix là soit durable, il faut qu'il y ait égalité, il faudrait qu'il y ait justice sur tous les plans. Pour moi, c'est l'union de tous les partis politiques et puis l'entente de la population. C'est de la Côte d'Ivoire, la population, il faut qu'il y ait l'entente entre les populations. Voilà, tout ça, ça fait partie de la stabilité politique. Puis, il faut que les partis politiques s'entendent, quoi. Monsieur, on a entendu quelques propositions. L'aspect économique à préserver, à conserver, les échanges à ne pas détériorer entre les partis politiques. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on a vu ces accolades, ces réunions entre ces trois leaders. Et puis, par médias interposés, on entend quand même des propos assez durs. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut finalement tempérer les propos publics, tenus publiquement? Est-ce qu'on doit exiger ça? Est-ce que ça peut mettre de l'huile sur le feu? Bien sûr. Les sorties publiques avec des propos... Bien sûr. Mais il y a différents niveaux d'intervention et il y a différents niveaux de compréhension. Quand les trois grands qui sont là se parlent, qu'on le veuille ou pas, ça apaise. Maintenant, après, il y a les sofas, il y a tous ceux qui suivent, il y a tous les lieutenants, il y a tous les soldats. Chacun va dans tous les sens, mais ça, c'est l'animation du jeu politique. Mais il est important, et c'est bien ce que vous dites là, de faire en sorte que les discours et les propos rassurent. Parce que nous allons vers une échéance. Et parce que nous allons vers une échéance qui forcément nous rappelle d'où nous venons, ben, il faut qu'on soit un peu intelligent pour ne pas refaire ce qu'on a fait. Parce qu'on ne peut pas refaire les mêmes choses et attendre des résultats différents. Ce n'est pas possible. Deuxième chose, tous ceux qui nous suivent là, et notamment sur les réseaux sociaux, oui, qui se plaisent à mettre de l'huile sur le feu. Parfois, c'est des jeunes qui n'ont pas vécu ce que nous, on a vécu. Qui n'étaient même pas encore nés quand 2002 commençait. Donc, qui ne savent pas ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu et ce qu'on a mangé. Quand ils n'étaient pas encore nés. Nous avons une certaine responsabilité. Quand je dis nous, c'est les journalistes, c'est les intellectuels, Moi, je pense qu'on ne peut pas, comme on dit, détenir la lumière et s'enfermer dans les ténèbres. J'ai horreur des extrêmes. Or, dans ce pays, on veut nous voir dans les extrêmes. Professeur Dion doit attaquer tel pouvoir pour qu'on sache que il doit être contre celui-ci. Et il doit le dire. Est-ce que je suis obligé d'être extrémiste, d'être radical? Je suis, moi, pour le juste milieu. Et le juste milieu, pour moi, c'est le dialogue. C'est la rencontre des tendances divergentes pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Parce qu'il n'y a rien de tel que la stabilité d'un pays. S'il n'y a pas de stabilité, s'il n'y a pas de pays, mais il n'y a pas de politique et il n'y a pas de leader. Voilà ce que nous sommes condamnés à construire. Pour qui est ce vivre ensemble dont nous parlons? Il y a un de vos qui a dit tout à l'heure. Il y a trois choses. Premièrement, le respect mutuel. Deuxièmement, la justice. Troisièmement, l'égalité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Platon qui le dit. Depuis l'Antiquité.
Voilà les 3 choses sur lesquelles repose le vivre ensemble. Il faut qu'on se respecte. Qu'on soit région, qu'on soit religion, qu'on soit citoyen, d'ici ou d'ailleurs, qu'il y ait entre les Ivoiriens le respect. Il faut qu'il y ait la justice. Et que nous ayons, nous tous, notre part dans la justice et que la justice de notre pays ait du respect pour nous. Troisièmement, il faut que nous soyons tous égaux devant la loi. Que nous soyons autorités, que nous soyons individus ou citoyens. C'est ça la définition de l'état de droit. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Bakayoko, toujours... Bon, là, le dialogue politique a été quand même inclusif. On va laisser César Eto'o donner ses propos sur la question, mais ils étaient tous autour de la table et ils ont tous signé des documents. Est-ce qu'on doit aller encore plus loin avec une sorte, je ne sais pas, de charte éthique? Parce qu'encore une fois, vous l'avez dit, ça ne vient pas d'en bas, la population, ça vient d'en haut, ces crises politiques successives dans notre pays. Est-ce qu'on doit les résigner à rentrer dans un certain schéma, dans leur comportement et dans leurs propos encore tenus publiquement? Pour moi, il faut que la classe politique elle-même fasse preuve de citoyenneté. Parce que j'ai l'impression que certains s'abreuvent de violence, s'abreuvent d'escalade, et leur existence tient à la belligérance. Ça, j'ai fait cette remarque sur le plan politique. Et il faut que le dialogue politique, d'abord, il est institué, il est permanent, mais on va pas passer, il faut quand même un temps pour travailler aussi. On ne va pas passer tout le temps à parler des mêmes choses, à ressasser les mêmes problèmes. Mais j'accepte que le dialogue politique, en tout cas, doit venir de temps à autre. Mais pour moi, la vraie solution, c'est que la classe politique elle-même désarme sa langue et que les gens ne vivent pas, leur existence politique ne tienne pas à la violence, au plan social. Et ça, mon message à l'endroit du gouvernement, il s'agit de profiter de la croissance ambiante. Je précise que pour 2023, il y a une prévision de croissance de 7,2%. Et donc, ce fruit de la croissance-là, on doit irriguer l'ensemble de la population avec les fruits de cette croissance. Parce qu'une société qui ne mange pas, ou bien qui a faim, ou bien qui ne mange pas à sa faim, ou bien qui se sent frustrée, franchement, c'est une société, en tout cas, qui est sur des braises. Donc, il faut que le gouvernement pense à irriguer davantage sa population. C'est déjà fait, c'est le cas, mais il faut que ça continue davantage, puisqu'aujourd'hui, on a plusieurs de nos jeunes qui sont aujourd'hui dans des positions pas très confortables, et c'est la bombe à retardement, tout le monde le sait. Il faut des politiques volontaristes vis-à-vis de cette jeunesse, et il faut que les hommes politiques désarment leur langue, il faut que les hommes politiques inculquent, en tout cas à partir d'eux-mêmes, la citoyenneté à l'ensemble de leurs militants. Pour le moment, ce n'est pas toujours le cas. César Eto'o, tout à l'heure, vous nous disiez, habituez-vous à voir ces 3 leaders. Est-ce que la limitation de l'âge, qui a été déjà soulevée régulièrement depuis le retour de l'ancien président Gbagbo, est-ce qu'il faut y songer? C'est une solution, visiblement, ce n'est pas la vôtre. Est-ce qu'on doit étudier cette possibilité de les empêcher d'être candidats? Vous savez, toutes les possibilités sont envisageables. Mais cela ne doit pas se faire comme si on avait en arrière-plan la volonté d'écarter quelqu'un. Alors, c'est les 3 qui sont écartés d'un coup. Bon, d'abord, il faut éviter ça. C'est les 3. Bon, ce n'est pas démocratique que de dire on écarte 3 personnes et puis on est content. Ouais, ce n'est pas élégant. Laissez la possibilité aux Ivoiriens de décider de qui doit les gouverner. Mais ça, la question appartient au peuple ivoirien. Moi, je suis heureux du développement que vient de faire Bakayoko parce qu'il a parlé comme un opposant parlerait. Ça dit quoi? Aujourd'hui, il faut faire en sorte que s'il y a croissance en Côte d'Ivoire, le fruit de cette croissance soit partagé. N'oubliez pas, nous sommes journalistes, c'est nous qui rapportons ça. Le taux de suicide augmente chez les jeunes. En Côte d'Ivoire, nous détenons le 3e rang des suicides en Afrique. Mais ça, c'est pas imputable au gouvernement, ça, c'est l'inconscience de cette partie de la jeunesse. Pas imputable au gouvernement. Ne traitez pas des jeunes qui souffrent d'inconscience.
s'il te plaît. Donc, ceux qui se suicident. Personne. Ceux qui se suicident. Bon, c'est peut-être un mal-être. Ceux qui se suicident. Oui, c'est plus un mal-être que... Je ne sais pas qu'est-ce qui les anime. La Côte d'Ivoire fait partie des pays leaders qui fournissent le plus grand nombre d'immigrés. Ceux qui s'en vont mourir dans la mer, la Méditerranée, et ceux qui arrivent à franchir pour tomber en France et qui sont recensés. Mais ça, ce n'est pas lié à la pauvreté, ça, c'est un problème culturel. Chacun veut dire qu'il est en Europe, qu'il vit en Europe. Ça, c'est purement culturel, mais ils ne sont pas en train de fuir une certaine misère dans le pays et qui fait qu'ils vont ce phénomène est né ces 10 dernières années. Moi, ma question, c'est comment préserver la stabilité politique. Comment préserver la stabilité politique, et c'est là que j'allais... Donc, déjà, c'est une manière de reconnaître pour vous que c'est stable. Notre pays est stable, politiquement. Non, le pays n'est pas stable. L'absence de guerre n'est pas la stabilité. Il faut faire en sorte qu'on ne retombe pas. Parce qu'il ne faut pas faire l'erreur de croire qu'au cimetière aussi, il y a la stabilité. Vous comprenez? Mais ce qu'il faut, c'est que au début de l'émission, je vous ai parlé des recommandations du 5e dialogue politique inter-ivoirien. Tout le monde a signé un papier en y mettant ce qu'il faut pour qu'il y ait 4 choses. D'abord, apaisement de l'environnement politique national. Deuxièmement, la réconciliation nationale. Troisièmement, des élections démocratiques et apaisées en Côte d'Ivoire. Et enfin, un cadre de suivi de toutes ces recommandations-là pour qu'on ne retombe plus dans les travers du passé. Est-ce que cela est mis en application aujourd'hui? Oui. Il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui sont faites, cela est mis en application. Il y en a d'autres. Par exemple, je constate que plus d'1 an après la signature, parce que ce document date du 4 mars 2022. Demba vient de rentrer à la commission électorale indépendante. Oui, c'est pas fini. C'est pas fini. On a entendu. Il faut parfaire et aller au bout de ce que vous avez tous accepté visiblement quand vous êtes rencontrés. J'aimerais, parce qu'il nous reste vraiment 2 minutes, excusez-moi. Ah bon? J'aimerais les derniers mots qu'il y ait à la fin. C'est 2023 puis 2025 qui seront finalement le test grandeur nature pour savoir jauger de la stabilité de notre pays. C'est ça? Oui, c'est ça. Il faut dire que le président Houphouët-Boigny a fait 33 ans, le président Bédié 6, le président Gbagbo 10 et le président Alassane Ouattara est en train de détenir un autre record. Il aura fait 15 ans bientôt. Ouais. Et après le président Houphouët-Boigny, en termes de longévité, ce sera lui. Il a bénéficié d'une situation difficile, mais aussi d'une longévité extraordinaire qui lui a permis de réaliser un certain nombre de choses, avec notamment la CAN 2023 qui arrive. Et à côté de cette situation qui, j'espère, sera festive et positive pour l'ensemble des Ivoiriens, c'est un souhait, je pense, des Ivoiriens, toutes tendances confondues. Voilà quelque chose qui rassemble le football, le sport, les victoires de la nation. Et c'est là aussi à saluer l'attitude de l'opposition face à cela. Il y a effectivement ces élections de 2023 qui arrivent, qui sont un enjeu important, un test avant 2025. 2025, César n'a pas peur du match retour. Et on espère que les choses vont bien se passer. Mais avant, on a 2023. Et je pense qu'après les législatives de mars 2021, ce sera l'une des élections... Là, tout le monde est présent, voilà, à la différence des précédentes. Tout le monde est présent. Voilà, comme les législatives. Et puis, comme en 2002, il en a parlé, en 2001 et 2002, voilà, en espérant que les bonnes choses, les symboles positifs, comme il y en a eu hier, ne soient pas le prélude à des coups de poignard, des agissements de certains fils de la nation qui seraient tentés de faire ce qu'ils déplorent de la part d'autres fils de la nation qu'il y a eu hier. Il est temps aujourd'hui de tirer les leçons du passé pour éviter de reconduire les errements des uns et des autres, pour éviter de reconduire les mêmes erreurs du passé, comme chacun de nous le souhaite ici et comme je pense que toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens le souhaitent. Donc rendez-vous
pour ces élections en espérant que chacun aura tiré les leçons et que nous aurons un scrutin relativement apaisé. Les tensions existent, hein. Une situation parfaite, on dit tout va bien, ça n'existe pas. Même aux États-Unis, il y a des tensions, plus ou moins. Même en France, il y a des situations de tension et que d'autres même parlent de chaos. Voilà, il n'y a pas de situation parfaite quelque part. On espère que nous, les Ivoiriens et les populations de Côte d'Ivoire, auront suffisamment de maturité pour savoir gérer leurs contradictions internes. Allez, ce sera le mot de la fin. Messieurs, merci infiniment d'avoir pris part à cet échange qui est devenu un débat, mine de rien. Merci de la courtoisie. Non, mais ça, c'est arrêtons, on ne relancez pas. Non, Bakayoko, s'il vous plaît. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles pour toutes leurs aides pour préparer cette émission. À la réalisation, Mariette Alagba. Et restez sur RTI1 et surtout, vive la Côte d'Ivoire. Magnifique pays qui est le nôtre.